Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast a été réalisé grâce à l'entreprise familiale Léa Nature, qui élabore depuis 1996 des cosmétiques bio et naturels d'exception avec des marques de beauté engagées comme Eau Thermale Jonzac, la cosmétique bio à l'eau thermale vendue en para, pharmacie et magasin bio, ou SoBioéthique, l'incroyable marque aux actifs bio précieux, vendue en grande et moyenne surface, des musts à découvrir. Mille merci à notre partenaire Léa Nature. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Être femme n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Là où le corps des hommes passe par une transformation majeure, la puberté, celui des femmes change tout au long de la vie. Et entre les règles, la contraception, les grossesses, les IVG, les fausses couches, la ménopause, l'endométriose, les femmes vivent potentiellement des bouleversements physiologiques et hormonaux intenses qui ne sont pas toujours entendus par le corps médical et où le consentement fait parfois défaut. Mon invité du jour est un médecin qui écoute les souffrances et les angoisses des femmes depuis plus de 40 ans. Il est aussi essayiste et auteur de romans best-sellers engagés comme Le cœur des femmes. Il publie un tout nouveau livre aux éditions L'Iconoclaste, C'est mon corps, toutes les questions que se posent les femmes sur leur santé. Aujourd'hui, nous allons parler de notre corps et d'une médecine au service des femmes. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Martin Winkler. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour Anne, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Je suis absolument ravie de vous interviewer. Je suis une fan inconditionnelle de vos écrits, donc déjà ça commence bien. Alors vous êtes un homme féministe qui affirmait que la santé a besoin de justice et d'équité, de solidarité et de sororité. Et dans votre parcours d'homme, qu'est-ce qui vous a amené à cet endroit précisément et qui vous a donné envie de parler des problèmes de femmes et surtout de les écouter ? Ça s'est fait de façon assez insensible, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une famille dans laquelle les femmes avaient la parole et c'était aussi important d'être une femme que d'être un homme. Donc je suis parti avec cette idée un peu naïve que les individus étaient égales, quel que soit leur genre. Et puis quand je suis devenu médecin, dans la lignée de mon père qui était quelqu'un qui soignait tout le monde sans discrimination, pour moi, ça me paraissait normal de faire la même chose. Il se trouve que quand vous êtes médecin généraliste, c'est ce que j'avais toujours voulu faire, vous êtes amené essentiellement à voir des femmes. 7 consultations sur 10 sont des consultations avec des femmes. Et en plus, je me suis très tôt intéressé à la contraception parce que on était dans les années 70, mes camarades filles se posaient la question, est-ce que je prends la pilule, est-ce que je prends pas la pilule, etc. Et moi, je me suis intéressé à ça très vite parce que je pensais que je devais être solidaire de leurs préoccupations. Dès que je me suis installé, je suis allé bosser au centre de planification où j'ai fait justement du conseil contraceptif, de la consultation et des IVG. Donc inévitablement, quand vous êtes dans un environnement comme celui-là, professionnellement, c'est évident que la santé des femmes, c'est la santé. Je dirais la santé, c'est la santé des femmes. Les hommes c'est pas que les hommes ont pas de problème de santé, mais ils en ont moins souvent. C'est des problèmes plus aigus, alors que les femmes souffrent, elles peuvent souffrir de problèmes chroniques qui sont liés à leur physiologie de femme. Il y a des femmes qui ne souffrent de rien, mais il y en a qui souffrent toute leur vie du fait d'avoir un corps de femme, ce qui est beaucoup plus lourd sur le plan physiologique, comme vous l'avez dit dans votre introduction, que d'être un homme. Donc, pour moi, soigner les femmes, c'est soigner. Je veux dire, comment dire, il n'y a pas de... Il y a pas le choix. Si on veut soigner, on doit soigner les femmes. À moins de ne s'occuper que des hommes, ce qui peut arriver, mais qui est quand même assez rare. Quand on soigne surtout des femmes. Par conséquent, on est obligé, premièrement, ça c'est une règle générale, on est obligé de les écouter, parce qu'on peut pas soigner les gens sans écouter ce qu'ils ont à dire ou ce qu'elles ont à dire. Et deuxièmement, moi étant un homme, je suis obligé de les croire, c'est-à-dire que je ne peux pas dire si ce qu'une femme me dit sur son corps est vrai ou non, puisque je n'ai pas un corps de femme. Je peux pas m'identifier à ça, donc je suis obligé de croire ce qu'elle me dit.
et de le croire sur parole et de m'appuyer sur ce qu'elle dit la concernant pour la soigner. Alors c'est quelque chose qui s'est fait de façon insensible. Je l'ai pas théorisé comme ça quand j'avais 25 ans, bien sûr. Mais petit à petit, c'est une réalité qui s'est imposée et qui pour moi est une réalité générale. Encore une fois, que j'ai affaire à une femme de 25 ans ou à un homme de n'importe quel âge ou à un enfant, garçon ou fille ou intersexe d'ailleurs, je vais écouter ce que cette personne me dit et je vais me focaliser sur sa parole et sur ses perceptions pour pouvoir la soigner. Je ne peux pas, moi, soigner avec mes perceptions. Il faut que je soigne avec les perceptions de la personne qui a besoin de soin. Vous introduisez dès le début de votre ouvrage la notion de charge physiologique des femmes. C'est justement un peu la litanie des problématiques que j'ai pu énoncer au départ. Oui, alors c'est quelque chose qu'évidemment on n'enseigne pas aux étudiants en médecine encore et on devrait le faire. C'est que finalement la physiologie féminine est beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus complexe en raison du déterminisme biologique qui fait que nous sommes faits de manière sexuée et que donc ce sont les corps féminins qui portent les enfants quand on veut se reproduire. Oui. Mais et donc ça entraîne une biologie beaucoup plus complexe pour un corps de femme que pour un corps d'homme. Comme cette biologie est complexe, elle peut donner des symptômes qui sont plus ou moins désagréables de façon beaucoup plus fréquente. Il y a des femmes qui ne souffrent jamais de leurs règles, il y en a qui en souffrent toute leur vie. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la douleur n'est pas perçue par le cerveau de la même manière par une femme et par une autre. Donc, on est obligé, si vous voulez, de tenir compte de ça, de cette complexité physiologique. Et c'est quelque chose que j'ai compris très tôt, c'est-à-dire que, encore une fois, être une femme, c'est pas de la tarte. Il y a un poids. On parle. Alors c'est pour ça que je commence avec une citation par rapport à la charge mentale. Mais la charge physiologique, elle est pas la même. C'est-à-dire naître avec un corps de femme, à partir de la puberté, ça change tout. Avant, non. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles avant la puberté sur le plan de la physiologie. Mais dès que la puberté se déclare, la physiologie, mais aussi la psychologie, mais aussi la sensibilité à un certain nombre de stimuli extérieurs, change tout. Et du coup, ça devient, c'est très aléatoire, parce qu'encore une fois, il y a des femmes qui n'ont pas de grands problèmes de santé au cours de leur vie. Puis il y en a qui souffrent toute leur vie. On peut commencer à avoir, si on est porteuse par exemple de foyer d'endométriose, on peut souffrir dès qu'on a ses premières règles. Oui, bien sûr. On viendra d'ailleurs sur ce sujet, oui. Non, les hommes connaissent jamais ce genre de problème. Bien sûr. Alors pourquoi, selon vous, le discours et l'attitude médicale échouent-ils, d'une certaine manière, à régler les vrais problèmes des femmes, si je puis dire ? Parce que les médecins, et c'est pas seulement le cas en France, mais c'est le cas un peu partout, mais enfin c'est surtout vrai en France. La société française est une société machiste, patriarcale et sexiste. Et donc les médecins sont le reflet de ça. Et l'éducation des médecins est le reflet de ce sexisme, qui consiste à dire d'abord que la physiologie de référence, c'est la physiologie masculine, c'est-à-dire une physiologie où il se passe rien, c'est-à-dire que c'est du tout ou rien, où il se passe rien, où il y a des maladies graves. D'ailleurs, vous dites que les médicaments sont testés sur des hommes principalement. Voilà, il y a eu plusieurs livres sur le sujet. Les médicaments, depuis 20 ans, quand ils sont testés de manière, sérieuse et correcte, on évite de les tester sur des femmes parce que la physiologie féminine et la physiologie masculine, c'est pas la même chose. Un corps de femme n'élimine pas les médicaments comme les corps d'hommes. Donc ça complique les analyses. Et puis surtout, on veut pas avoir de femmes sur lesquelles on teste des médicaments qui, par exemple, sont enceintes et qui risquent de vous faire un procès parce qu'il y a une anomalie de l'embryon. Donc, fondamentalement, effectivement, si vous prenez un médicament, si vous êtes une femme et que vous prenez un médicament, il n'a pas été testé sur un corps de femme. Il n'a pas été testé sur un foie de femme, sur des reins de femme. Or, c'est le foie et les reins qui éliminent les médicaments et qui font que ça va avoir ou non des effets secondaires. Donc c'est très problématique, si vous voulez, de ne pas parler de la physiologie féminine. Et c'est une sorte d'écran à la réalité. C'est-à-dire que les médecins sont formés
avec cet écran devant les yeux qui est que fondamentalement la physiologie féminine ne devrait les intéresser que s'ils étaient gynécologues ou spécialisés dans la gynécologie obstétrique. Moi, je pense que c'est un non-sens. La physiologie de référence qu'on devrait enseigner aux étudiants en médecine, ça devrait être la physiologie féminine. Tous les médecins devraient être capables de soigner les femmes et de comprendre à quel point les variantes, et encore une fois, il ne s'agit pas forcément de maladies graves, mais il s'agit d'avoir une vie qui est pourrie tous les mois par des règles douloureuses ou par un syndrome prémenstruel ou par des choses comme ça. Les variantes de la physiologie sont nombreuses, beaucoup plus nombreuses chez les femmes que chez les hommes. Ils devraient être prêts à les soigner et puis surtout, ils devraient être prêts à prendre en compte le fait, encore une fois, que le corps d'une femme fonctionne pas comme le corps d'un homme. Et donc à prescrire de façon beaucoup plus attentive, beaucoup plus précise, beaucoup plus soigneuse et beaucoup plus précautionneuse. Je vous donne un seul exemple, c'est la question de la dépakine. Les femmes qui souffraient d'épilepsie à qui on donnait de la dépakine, sans se préoccuper de savoir si elles pouvaient être enceintes ou pas. Et donc, sans se poser la question de savoir, est-ce que les médicaments que je donne à cette femme, le jour où elle est enceinte, est-ce que ça va pas être toxique pour son fœtus? Il y a eu, et la dépakine, il y a eu, avant la dépakine, il y a eu la thalidomide, avant la thalidomide, il y a eu le distilbène, enfin, ou après, l'un ou l'autre. Donc, c'est pas la première fois, vous voyez, mais on continue à être complètement aveugle à ça. C'est-à-dire à se rappeler que quand on soigne une femme et quand on lui prescrit, par exemple, un médicament, c'est pas comme quand on donne un médicament à un homme de 25 ans. Oui. Vous avez le sentiment que les soignantes, qu'elles soient femmes gynécologues, infirmières ou médecins généralistes, sont plus attentives finalement à des problèmes de femmes, puisque vous dites qu'en consultation 80% sont des femmes, mais inversement, est-ce que les soignants sont quand même encore principalement des hommes? Je pense aux gynécos par exemple. Alors, je pense que le ratio est en train de s'inverser. Hein. Il y a de plus en plus de professionnels de santé. La majorité des professionnels de santé, toutes professions confondues, sont des femmes. Mais c'est encore des hommes qui enseignent. Et c'est encore des hommes qui enseignent avec un point de vue d'homme. Dans mon roman Le cœur des femmes que vous avez cité très gentiment au début de l'émission, je mets en scène une femme qui a été masculinisée par la médecine et puis qui redevient une femme au contact des femmes. Et c'est une métaphore de ça, c'est-à-dire que on peut être un très bon médecin sur le plan technique en étant un homme et en étant attentif, et on peut être un très mauvais médecin sur le plan technique en étant une femme parce qu'on n'est pas attentif. Parce que l'attention à l'autre, ça fait partie des compétences. Hein. Moi, quand on me dit oui, tel médecin est très compétente ou très compétent, mais elle a aucune écoute. Je dis non. Si elle n'a pas d'écoute, elle n'est pas compétente. C'est-à-dire, on soigne pas des machines, on soigne pas des cas, on soigne des personnes. Donc forcément, on doit se fonder là-dessus. Donc je pense que c'est une question de formation. C'est évidemment aussi une question de personnalité et aussi une question de génération. Il me paraît évident que les jeunes médecins, femmes et hommes, aujourd'hui, sont beaucoup plus sensibles à ça que à mon époque. À mon époque, quand j'exprimais, je ne sais pas moi, il y a 25 ans, quand je voyais une femme arriver me disant « je ne veux pas être enceinte et je voudrais avoir une ligature de trompe » et que je disais madame, c'est votre droit le plus strict. Elle sautait en l'air en me disant, mais vous êtes le premier qui me dit ça. Je dis, mais moi, je peux pas décider de ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour vous. Mais mes confrères me disaient, mais t'es fou, qu'est-ce que c'est que ces conneries? De toute façon, les femmes, elles savent pas. Je dis, pourquoi? Comment? Elles savent voter, elles savent conduire une voiture, elles ont le permis, on leur interdit pas d'avoir des enfants, mais on leur interdit de décider de pas en avoir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ce sexisme qui consiste à dire ah oui, elles sont capables de faire certaines choses mais pas d'autres. Non, ou une personne est capable ou elle est pas capable, mais elle est pas capable à moitié parce qu'on décide qu'elle est capable à moitié. Et donc c'est quelque chose qui c'est quand même généralisé, c'est-à-dire moi je vois dans les messages par exemple de jeunes médecins ou d'étudiantes en médecine que je reçois ou d'étudiants d'ailleurs en médecine que je reçois, la mentalité a beaucoup changé. Le problème, c'est que la formation, elle est encore faite par des gens qui sont majoritairement des gens des anciennes générations qui pensent comme au 19e siècle. Et je dis majoritairement parce que des gynécologues, plus jeunes que moi, extrêmement bienveillants et extrêmement positifs et qui forment très bien les soignantes et les soignants, j'en connais
J'en connais un certain nombre. Donc c'est en train de changer, mais c'est long. À l'échelle d'une génération, ça demande beaucoup de temps. C'est ça que vous appelez, peut-être qu'ils vous ont lu entre-temps, et ça c'est une bonne nouvelle. En tout cas, alors je faisais une petite parenthèse, une petite digression. Justement, dans votre roman Le cœur des femmes, au début, on a un petit doute si c'est un homme ou une femme. J'ai dû revenir en arrière pour être sûr que vous parliez d'une femme. Je suis en train de dévoiler, c'est un peu voulu, hein. Ouais, voilà. Alors revenons à notre interview. Alors justement, est-ce que le poids de ces normes dont vous avez parlé est aliénant pour les femmes justement qui correspondent pas aux stéréotypes? Là, vous parliez de la ligature des trompes, typiquement à une époque, ça correspondait pas à un stéréotype. C'est tout à fait. Et puis c'est toujours le cas, c'est-à-dire que une stérilisation volontaire est légale en France depuis le début des années 2000, 2001 ou 2002, et pour les hommes et pour les femmes, 18 ans, 4 mois de délai de réflexion, c'est les deux seules conditions. Or, beaucoup de femmes se voient opposer une fin de non-recevoir de la part de chirurgiens qui disent non, madame, vous allez changer d'avis, ou vous n'êtes pas assez âgée, bon. Et elles sont obligées de s'organiser pour se passer les adresses de médecins qui, eux, ne posent pas de questions, puisque c'est la loi. C'est la loi. Ils n'ont pas à se poser de questions, ils n'ont pas à décider pour les femmes. La loi autorise une femme à se faire stériliser. Et donc, effectivement, on est encore victime de dogmes. C'est-à-dire que beaucoup de médecins continuent à soigner avec des dogmes intellectuels, moraux, psychologiques, tout ce que vous voulez, qui viennent de l'Ancien Régime, qui viennent du catholicisme, qui viennent de la psychanalyse aussi. C'est-à-dire la psychanalyse en a rajouté une couche quand le catholicisme a été un peu plus diffus. C'est la psychanalyse qui est venue et qui a c'est à cause de la psychanalyse que un certain nombre de médecins continuent à dire à des femmes non madame, ne faites pas ça. En fait, dans votre inconscient, c'est pas ça que vous voulez. Mais comment ils lisent dans l'inconscient là? Je veux dire, ils ont une carte, ils ont un branchement direct sur l'inconscient des individus. C'est une connerie. Je veux dire, intellectuellement, ça ne tient pas debout. Ce qui est important, c'est quand même peut-être évidemment d'accompagner sur les risques éventuels ou psychologiques en disant vous faites ça maintenant, mais ça par exemple c'est irréversible. Donc effectivement, réfléchissez bien, par exemple. On imagine. Regardez, si une jeune fille de 17 ans rentre dans mon cabinet médical et me dit je suis enceinte et je ne veux pas garder ma grossesse, j'ai pas de problème. Elle descend au CIVG, on lui fait son IVG. Une jeune fille de 17 ans rentre en me disant je suis enceinte, je veux garder ma grossesse, ma famille n'est pas d'accord. Je vais lui dire mais que votre famille soit pas d'accord, c'est dommage, mais c'est votre grossesse, c'est votre corps, on n'y touche pas si vous ne voulez pas qu'on y touche. Donc je ne vois pas pourquoi une jeune fille de 18 ans, on va dire 18 ans parce que c'est la loi, qui rentre et qui me dit je ne veux pas avoir d'enfant, devrait être plus prévenue que ces deux autres femmes qui peuvent faire absolument ce qu'elles veulent. Bon, c'est-à-dire que l'information, on la donne toujours. Il faut toujours la donner. Ça fait partie du métier du médecin de donner les informations. Mais donner les informations, c'est pas dire ah là là, ma pauvre dame, vous allez regretter. Non, c'est dire si la femme demande est-ce que je risque de regretter. Mais en général, les femmes qui décident un geste comme ça, elles ne demandent pas si elles vont regretter. Quand elles décident d'avoir des enfants, elles ne se demandent pas à l'avance si elles vont regretter. Or, on a le droit de regretter d'avoir eu des enfants pour de nombreuses raisons. Et c'est pas une insulte faite aux enfants. On peut avoir un regret de se dire, écoutez, j'aurais peut-être pas dû avoir des enfants à ce moment-là. Je vais pas les jeter, mais j'aurais peut-être pas dû les avoir à ce moment-là. Le regret, ça fait partie de la vie. Présumer que parce que quelqu'un peut regretter, il faut lui refuser quelque chose qu'il veut maintenant, c'est paternaliste. C'est-à-dire, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Donc c'est quelque chose qui est profondément, quand ça s'applique aux femmes pour des raisons qui leur sont propres, c'est profondément sexiste. Ça veut dire, encore une fois, madame, vous ne savez pas ce que vous faites de vous-même. C'est ça, c'est infantilisant. C'est infantilisant, c'est paternisme. Donc c'est pas acceptable sur le plan moral de la part d'un médecin. Ça n'est pas acceptable. Un médecin n'est pas là, un soignant, n'importe quel professionnel de santé, n'est pas là pour dicter ses propres valeurs à la personne qu'il ou elle soigne. Il est là ou elle est là pour accompagner les décisions de la personne
quelles que soient ces décisions, et faire en sorte qu'elles les vivent le mieux possible. Je viens de voir une grande enquête qui a été faite aux États-Unis sur l'IVG. Ils ont suivi 1000 femmes qui demandaient une IVG qui était comparable. Il y avait 2 groupes qui étaient comparables tout à fait en niveau socio-économique, en origine, en éducation, etc. Et puis parmi ces 1000 femmes, il y avait la moitié qui avait obtenu leur IVG au moment où elles le voulaient, et l'autre moitié qui l'avait pas obtenu. Et ils les ont suivis pendant 5 ans pour voir si psychologiquement il y avait des différences entre les 2 groupes. Et il n'y en a pas. C'est-à-dire que les femmes qui voulaient une interruption de grossesse et qui ne l'ont pas eu ne sont pas plus malades mentalement que celles qui ont eu leur IVG à un moment donné. C'est-à-dire que finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quoi qu'une femme décide, quand elle a décidé, elle assume sa décision, et quand on le lui a imposé, elle arrive aussi à l'assumer. Bon. Entre les deux, vaudrait peut-être mieux permettre aux femmes de prendre les décisions elles-mêmes plutôt que de leur imposer des décisions dont elles veulent pas. Il me semble. Bien sûr. Voilà. Je veux dire, c'est pas un problème. Ça poserait aucune question si on parlait des hommes. Vous comprenez ? On dira, non, on va les laisser choisir. Et pourquoi on laisse choisir les hommes et pas les femmes ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs quand on subit, entre guillemets, quelque chose comme ça ? Je pense à un exemple personnel. Au moment de l'accouchement, de l'expulsion, le gynécologue que je n'avais jamais vu de ma vie arrive dans la salle de travail. J'étais pas dans une position standard, habituelle, parce que je n'avais pas de péridurale, ce qui était un choix. Et là, il dit, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle fait dans cette position ? Et il me regarde, il me dit, pourquoi vous êtes sans péridurale ? Je lui dis, c'est ce que je souhaitais. Je suis quand même à un moment crucial de l'accouchement. C'est pas le moment d'entamer une discussion philosophique. Et là, il dit, effectivement, n'importe quoi dans mon pays, je ne sais pas quelle était son origine et peu importe, il y a des femmes qui se donneraient pour avoir la péridurale, c'est n'importe quoi d'accoucher sans péridurale. Voilà, de quoi je me mêle. Donc ça, c'est quand même une forme de traumatisme à la fois pour la maman et l'enfant qui entend un médecin hurler en arrivant au monde. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas comme ça ? C'est même une forme de harcèlement presque. Tout à fait, c'est une forme de harcèlement. Et puis il n'a pas à décider de la façon dont vous devez accoucher, c'est vous qui choisissez. Tout ce qu'il peut faire, c'est intervenir s'il y a un problème et qu'on lui demande d'intervenir. Mais là, c'est le prototype du harcèlement et de la maltraitance. Là, c'est de la maltraitance verbale, c'est du jugement. Alors ce qu'on peut faire, c'est compliqué parce que ça dépend un peu des situations. Dans l'idéal, si on n'est pas seul pour accoucher, on se prépare avec la personne qui nous accompagne pour accoucher en lui disant c'est toi qui vas me servir de voix si je ne peux pas donner de la voix à ce moment-là. Et un médecin qui rentre comme ça et qui n'a pas besoin d'être là parce qu'il n'y a pas de complications, on peut lui demander très gentiment, monsieur, sortez. J'ai pas, je suis une citoyenne, j'ai le droit d'accoucher comme je veux dans la salle d'accouchement. Si je ne veux pas d'une personne dans la salle d'accouchement, je peux la faire sortir. Donc vous allez sortir. Et ça peut être dit par la personne qui accompagne évidemment, parce que la femme qui est en train d'accoucher elle a autre chose à faire. Mais je crois que la première chose, et encore une fois, quand c'est possible, parce que malheureusement ça l'est pas toujours, il y a des femmes qui accouchent seules et c'est bien regrettable. Quand c'est possible, il est toujours préférable de se faire accompagner. Pas forcément par un homme d'ailleurs, ça peut être aussi par une femme. Et il y en a beaucoup qui ont suffisamment de personnalité pour foutre quelqu'un dehors. Donc je crois que c'est surtout pour l'accouchement. Il y a un excellent livre sur l'accouchement qui est le livre de Marie-Hélène Lahaye, Accouchement, les femmes méritent mieux, que je recommande à toutes les femmes qui veulent être enceintes et accoucher tranquillement, dans laquelle elle donne beaucoup de conseils. Mais la particularité de l'accouchement, c'est qu'on peut le préparer longtemps à l'avance. Et en particulier, on peut se préparer psychologiquement et choisir avec qui et dans quelles circonstances on va accoucher. On peut même faire ce qu'on appelle un programme ou un plan de naissance. Et évidemment, la simple évocation de plan de naissance fait réagir de façon très différente un certain nombre de gynécos, mais ça permet justement de choisir avec qui on va le faire. Dans l'idéal, c'est pas toujours possible, mais si on peut, c'est important de le faire. Donc je crois que c'est important de se préparer. Je crois que c'est important aussi de se faire confiance, c'est-à-dire moi, il y a une télésérie que j'aime beaucoup qui s'appelle SOS Sage-Femme, Call the Midwife en anglais, qui est une série britannique.
qui dure depuis 9 ans bientôt, qui parle justement de sages-femmes dans un quartier très pauvre de Londres, à la fin des années 50, au début des années 60. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans chaque épisode, on voit entre 2 et 3 accouchements, et les femmes accouchent dans toutes les positions et les situations possibles. Et ça se passe bien. Ça se passe bien parce que l'accouchement, c'est le prototype de l'événement physiologique. C'est pas une pathologie, l'accouchement, c'est pas une maladie. C'est l'événement physiologique qui, moins on fait quoi que ce soit et mieux c'est. Il ne faut intervenir que si véritablement il y a un gag. On est quand même programmé pour la survie de l'espèce. Ben exactement. Je veux dire, ça fait 2 millions d'années que les femmes accouchent et ça fait seulement 200 ans ou 150 ans que les gynécologues s'en mêlent. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, c'est ça. Mais donc c'est ça. C'est très important de se faire confiance. C'est très important de s'informer le plus possible quand on peut avant, pour faire des choix aussi comment dire, informés que possible. Mais c'est très important aussi de se faire confiance et de dire mais non, il n'est pas question de vous intervenir dans une situation comme celle-là. Alors, vous en parliez tout à l'heure, chaque corps vit et souffre différemment en fonction déjà du vécu et puis de notre propension à supporter plus ou moins la douleur. Mais quelles conséquences peuvent avoir le tabou autour des douleurs des règles, par exemple? Vous commencez dans votre ouvrage par « Les règles, ce n'est ni sale ni honteux ». Et en relisant cette phrase, je me suis dit, mais est-ce qu'on en est finalement encore là? Je crois que dans certains milieux et dans certaines éducations, oui, bien sûr, on en est encore là. En tout cas, on serait sûr qu'on n'en est pas là si, par exemple, il y avait véritablement une éducation physiologique à l'école. Et je parle pas d'éducation sexuelle, je parle d'éducation physiologique, à la physiologie. En disant, bah voilà, la physiologie d'un corps de femme, d'abord, c'est à partir de la puberté, c'est un certain nombre de transformations, c'est l'apparition des règles. Est-ce que ça peut faire mal? Oui. Est-ce que ça fait mal tout le temps? Non. Est-ce que ça fait mal à toutes les femmes? Non. Est-ce que quand ça fait mal, on peut faire quelque chose? Oui. Et c'est pas honteux d'avoir mal, etc., etc. C'est-à-dire de bien insister sur ces variations qui sont aussi, c'est comme la couleur des cheveux ou la couleur des yeux ou la taille ou comment dirais-je, ou la longueur des bras et la longueur des jambes. Il y a des variantes infinies dans l'espèce humaine. Et même les jumelles ou les jumeaux identiques ne sont pas à 100% identiques. Il y a toujours des toutes petites différences parce que pendant la vie intra-utérine, il y a pu y avoir des développements un petit peu différents. Donc, tout est compatible. À partir du moment où c'est compatible avec la vie et où quelqu'un n'est pas en mauvaise santé, il peut quand même avoir des perceptions, en particulier des perceptions douloureuses, qui sont très variables. J'ai un exemple personnel, c'est que quand ma blonde sort un plat du four, moi je vais me brûler avec le même plat qu'elle en ayant les maniques, hein, je veux dire. Ah, c'est très québécois ça, ma blonde. Elle a les maniques, elle sent rien, et moi j'ai les maniques, je me brûle. Alors que par exemple, si je me cogne le pied contre la table, le plus souvent je sens rien, mais elle va se cogner le pied contre la table et elle va se faire très mal. Elle va sentir une douleur pour un choc équivalent, si vous voulez. Donc la perception de la douleur en particulier, c'est très variable d'une personne à une autre, entre hommes et femmes bien sûr, mais aussi entre femmes. Et déjà, si on faisait cette éducation physiologique au bouleversement du corps, à la perception de la douleur, hein, la notion de telle personne est douillette devrait disparaître du vocabulaire. C'est inadmissible de dire de quelqu'un qui est douillet. Non, perçoit la douleur d'une certaine manière et qui n'est pas celle de la personne d'à côté. Ça ne veut pas dire qu'elle en rajoute ou que elle devrait être plus dure à la douleur. Non, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Hein. Il y a l'an dernier, avec un de mes amis qui s'appelle Alain Gagnon, qui est spécialiste de la douleur, on a écrit un livre qui s'appelle « Tu comprendras ta douleur » pour expliquer ça. La douleur, c'est un phénomène aussi personnel que la faim. Et si quelqu'un dit « j'ai faim », vous pouvez pas dire « non, t'as pas faim ». Vous êtes obligé de dire « bon, d'accord, j'ai soif ». C'est obligé de l'entendre. Quand quelqu'un dit « j'ai mal », on devrait absolument le croire ou la croire, et puis faire en sorte que il ou elle n'ait pas mal. Et l'un des problèmes que les femmes rencontrent, par exemple, et en particulier par rapport à leur physiologie,
c'est que non seulement on les croit pas quand elles disent qu'elles ont mal, mais en plus on leur dit mais c'est normal, vous avez vos règles. Non, c'est pas normal d'avoir mal, puisqu'il y a des femmes qui n'ont pas mal. Vous dites la norme, c'est vous-même, c'est ça que vous voulez dire? Pardon? Quand vous dites la norme, c'est vous-même, c'est ça en fait. La norme, c'est soi-même. Si moi j'ai mal, je dis j'ai mal et on doit me croire parce que c'est moi qui ressens les symptômes. Donc quand une femme dit j'ai mal, on doit la croire. Et quand une femme dit j'ai pas mal, on doit la croire aussi. Mais on ne peut pas comparer les deux, puisque c'est deux personnes différentes. C'est comme la vision des couleurs. Vous savez que la vision des couleurs, c'est pas quelque chose d'uniforme. Oui. On sait en particulier que statistiquement, les femmes voient plus de nuances que les hommes. Bon, mais parmi les femmes et parmi les hommes, il y a des gens qui voient pas du tout les couleurs. Est-ce que ça les rend anormaux pour autant? Non, c'est juste une mutation qui fait que ils voient pas les mêmes couleurs. On est obligé d'en tenir compte. On n'entend pas tous les mêmes sons. Oui. Donc voilà, nos perceptions sont différentes parce que nous sommes différents. Et nous sommes différentes. Par conséquent, normaliser entre guillemets les perceptions d'autrui en disant non, tu dois par exemple voir telle couleur, tu dois entendre tel son, et puis tu dois ne pas avoir mal ou tu dois avoir mal, c'est absurde. Non seulement c'est absurde, mais c'est l'inverse du soin. Le soin, c'est obligatoirement personnalisé. Vous, j'imagine que vous avez rencontré beaucoup de femmes qui avaient ce sentiment inquiet d'être anormales de par soit leur préférence sexuelle, l'âge des premiers rapports, les saignements, le désir, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, voilà, où tout ça se doit être normé. Non, ça doit pas être normé, je veux dire... Enfin, dans l'inconscient collectif, on a cette charge de la norme, hein, je veux dire. Oui, dans l'inconscient collectif, on a cette charge de la norme, mais je veux dire... Moi, quand j'entends des médecins qui argumentent contre les perceptions des femmes en disant mais moi j'ai 10 ans d'études, je me dis si t'as fait 10 ans d'études et que t'as pas encore compris que les gens sont différents et que tu dois écouter les gens qui te parlent, tes 10 ans d'études ils ont servi à rien. Ça t'a pas rendu plus intelligent manifestement. Le savoir en principe, l'apprentissage de ce qu'on ne sait pas, ça devrait nous ouvrir au monde et aussi à la variabilité du monde, à la relativité du monde, au fait que justement on vit beaucoup plus dans l'incertitude que dans la certitude. Et on peut vivre dans l'incertitude. On peut être prêt à faire face à l'incertitude. Ça, on s'entraîne à l'être. C'est une gymnastique à faire. Il y a des formations pour ça. Il y a et puis on met du temps. Mais pensez aux acteurs qui improvisent. Les acteurs qui improvisent, ils sont toujours dans l'incertitude et ils ont appris à travailler avec l'incertitude. Un pompier qui va sur un feu, il peut pas être sûr que le feu il va se passer dans l'immeuble exactement comme. Donc on est obligé de faire face à ça. Et les médecins ne sont pas formés à ça justement. Ils devraient l'être. Et la première chose qui se passe, c'est que précisément, ils ne sont pas formés à accepter l'idée que toute personne qui rentre dans leur cabinet est différente de la précédente et elle est aussi différente de leurs préjugés. C'est pour ça que vous dites on ne peut pas bien soigner une femme sans savoir qui elle est. Il y a vraiment une anamnèse à la fois physiologique, psychologique, émotionnelle à faire, importante. C'est-à-dire que on peut pas toujours savoir qui est la personne qui est en face de nous parce qu'elle va pas tout nous livrer, mais on ne peut pas soigner quelqu'un sans se fonder sur ce que cette personne dit. Moi je dis par exemple, un autre truc qui surprend beaucoup mes confrères, c'est quand je dis on n'a pas besoin de connaître les secrets des gens, et moi je suis habitué à l'idée que les gens puissent ne pas tout me dire ou voire même me mentir. Ça me pose pas de problème. Pourquoi ça me pose pas de problème? Parce que fondamentalement, ce dont une soignante a besoin pour soigner, c'est de connaître les émotions et le ressenti de la personne qui est en face d'elle. Elle n'a pas besoin de connaître sa vie, elle n'a pas besoin de connaître ses secrets intimes, elle n'a pas besoin de connaître comment dirais-je, si quelqu'un a honte, ce qui m'aide, c'est de savoir qu'elle a honte, mais j'ai pas besoin de savoir pourquoi elle a honte. Elle n'a pas besoin de se déshabiller moralement devant moi pour m'expliquer. Si je sais qu'elle a honte, là, je peux en tenir compte dans sa perception de ce qu'elle vit en tant que personne qui est en train de souffrir. Alors, c'est ça ce que je veux dire par on peut pas soigner quelqu'un sans savoir qui elle est, c'est-à-dire on peut pas savoir
soigner quelqu'un sans connaître ses émotions, sans connaître ses sentiments, sans connaître ses sensations, donc sans les lui faire dire et les écouter. Et ces secrets, finalement, on peut s'en passer. Parce que l'essentiel, c'est ça, c'est les émotions et les perceptions. Mais le plus souvent, les médecins sont pas formés pour écouter les émotions et les perceptions. Ils sont formés pour poser des questions inquisitrices, pour tirer les vers du nez des gens. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent porter des jugements, hein, comme le grand inquisiteur Torquemada. Je veux dire, la plupart des médecins sont formés à poser des questions comme s'ils étaient des inquisiteurs de l'Église catholique, pas des soignants. Oui. Alors, vous parliez de la physionomie tout à l'heure et de bien connaître aussi le cycle des règles, d'avoir une éducation, par exemple, à l'école. On a l'impression ces dernières années qu'on découvre le clitoris. Il y a eu beaucoup de livres sur le sujet. Pourquoi est-ce que c'est important de bien connaître notre physionomie et pourquoi est-ce qu'il a été si longtemps ignoré par la science ? Parce que c'est un organe qui, justement, ne sert à rien, qui donne du plaisir, peut-être ? En fait, ce que les historiennes du clitoris vous apprennent, c'est que il y a eu des périodes où on savait très bien ce que c'était que le clitoris et pendant très longtemps, ça a été très difficile à savoir parce que pour savoir ce que c'est sur le plan de l'anatomie, on n'avait pas le droit de disséquer le corps des femmes. Donc évidemment, c'était compliqué. Mais au XVIIIe et au XIXe siècle, on savait que le clitoris existait. On avait même une très bonne idée anatomique de ce que c'était. Mais il y a eu ensuite une sorte de chape de plomb qui s'est refermée dessus. C'est-à-dire que le plaisir féminin, fondamentalement, le plaisir féminin, là c'est le vieux féministe qui vous parle. Le plaisir féminin est comment dirais-je, il est subversif. Pourquoi ? Parce que le plaisir féminin n'a pas besoin d'hommes. Dans une société patriarcale, c'est embêtant que les femmes puissent avoir du plaisir sans les hommes. Les hommes voient pas ça d'un bon œil. Donc, tout ce qui peut concerner le plaisir féminin et la meilleure connaissance des femmes de ce qui va leur apporter du plaisir sans hommes ou entre femmes, c'est quand même quelque chose que les hommes n'ont pas envie de discuter. Et fondamentalement, la physiologie du plaisir, c'est déjà quelque chose qui n'est pas enseigné dans les facultés de médecine. Mais en plus, comme déjà la physiologie générale des femmes n'est pas enseignée, la physiologie du plaisir, elle est encore plus enfouie, littéralement, que le reste. Mais je crois qu'il y a cette double raison. C'est premièrement, les bonnes femmes, c'est pas intéressant sur le plan de la médecine, donc on va pas en parler. Mais en plus, le plaisir des femmes, c'est une menace à l'ordre patriarcal, c'est-à-dire c'est les hommes qui donnent du plaisir, hein, c'est pas les femmes qui peuvent se donner du plaisir à elles-mêmes, surtout pas. Donc c'est très compliqué, mais c'est aussi encore une fois, c'est teinté de catholicisme, c'est teinté de psychanalyse, c'est teinté de beaucoup de préceptes qui se sont accumulés au fil des années. Alors aujourd'hui, parce que l'éducation générale de la population augmente, parce que il y a l'internet, parce qu'il y a les livres, parce qu'il y a la télévision, parce qu'il y a les témoignages, parce qu'il y a les réseaux sociaux, les femmes se rendent compte que on leur apprend pas ou on leur fait pas découvrir des choses qui les concernent au premier chef. 2, on raconte des mensonges. Et 3, elles sont opprimées dans leur liberté à acquérir ce savoir et à en faire ce qu'elles veulent. Donc c'est en train de bouger. Alors c'est long parce que, encore une fois, de toute façon, je pense que si le corps médical change, ce sera parce que la population fera pression sur le corps médical pour changer. Par exemple, en éduquant les enfants, en leur disant si tu deviens médecin, maintenant tu vas pas te comporter comme les médecins de la génération précédente et tu vas faire attention à ce qu'on te dit. Ouais. Mais aussi parce que en salle d'accouchement on va faire sortir un obstétricien qui dit une connerie ou d'ailleurs on se confrontera pas à lui, c'est-à-dire on lui dira je ne veux pas vous voir dans ma salle d'accouchement, voilà, où on va sortir de consultation parce qu'un médecin commence à vous dire mais madame vous faites 25 kilos de trop, mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Je suis pas venu pour ça. Si vous me balancez comme ça un jugement de valeur sur mon aspect physique, alors que je vous ai rien demandé, vous ne pouvez pas me soigner. Donc je prends mes clics et mes claques et je m'en vais et je ne paye pas parce qu'il y a aucune raison que je paye une consultation. Je me suis fait insulter.
Je ne paye pas pour me faire insulter, voire même je devrais... Et on escroque la sécurité sociale en plus, parce que in fine, c'est la Sécu qui paye. La corporéité des femmes, c'est vraiment le dernier bastion féministe qui reste encore quelque part à conquérir, et c'est en cours. Oh, je crois qu'il y a beaucoup de bastions féministes. L'égalité, fondamentalement, le combat féministe, c'est un combat pour l'égalité de tout le monde. Et la première inégalité, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes, qui existe dans toutes les strates de la société. Donc, une égalité générale, que ce soit dans le respect, dans la reconnaissance des spécificités de ma vie physiologique ou de ma vie amoureuse ou peu importe, mais l'égalité vis-à-vis du travail, par exemple, l'égalité de la prise en compte du fait qu'on a des enfants, et que quand on a des enfants, être une femme, c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est ce que je dis par exemple aux hommes qui disent oui, mais une femme qui veut interrompre sa grossesse, elle devrait prévenir le géniteur. Je dis au nom de quoi est-ce qu'elle devrait prévenir le géniteur? Si elle continue sa grossesse et qu'elle meurt, le géniteur, lui, il va pas mourir. Donc, faut arrêter de déconner. Quand une femme est enceinte, c'est elle qui prend les risques. Donc, c'est à elle de choisir si elle veut prendre les risques ou pas. C'est pas au géniteur. S'il veut absolument avoir des enfants, il a qu'à en faire avec quelqu'un d'autre, qui veut bien. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que c'est? Parce qu'autrement, ça veut dire les femmes sont les esclaves des hommes dont elles portent les fœtus. Ah, attends, sauf erreur de ma part, l'esclavage a été aboli, et c'est moralement monstrueux. Donc, non. Donc, c'est ça. Tous les bastions doivent être combattus, enfin, doivent être menés, toutes les luttes doivent être menées en même temps. Mais fondamentalement, la lutte numéro 1, c'est la lutte pour l'égalité et pour le respect des individus, hommes ou femmes, ou personnes intersexes ou personnes transgenres, les personnes de tous les genres. C'est le respect de la personne pour ce qu'elle est. On revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la norme, c'est vous. C'est ça. Alors, parlons un peu de la contraception, qui est un point important de votre livre. Comment bien la choisir? Quid de la contraception masculine? Et vous dites aussi, il n'est pas obligatoire de passer par un gynécologue pour obtenir un contraceptif. Alors, ça fait 3 questions en une. Ben, on peut commencer par celle-là. Les médecins généralistes et les sages-femmes sont beaucoup plus nombreux que les gynécologues. Et ils sont tout à fait aussi capables de prescrire. Moi, j'étais généraliste, j'étais pas gynécologue. Je me suis formé pour le faire. J'ai formé des collègues généralistes à prescrire une contraception. Et il y a d'excellents livres qui vous apprennent ce que vous pouvez pas apprendre en faculté de médecine. Je veux dire, moi aussi, j'ai lu, je me suis renseigné. Il y a des spécialistes de la contraception dans le monde entier. C'est un des problèmes de santé les mieux traités dans le monde entier par les organismes non gouvernementaux, par l'OMS, par tout ce que vous voulez. Donc, l'information ne manque pas. Et puis, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, On tape contraception dans un furteur et boum, on va tomber sur les trucs. Donc, on peut se renseigner, et c'est très simple. Par conséquent, les médecins et les sages-femmes, de plus en plus en France, depuis qu'elles peuvent prescrire toutes les méthodes, s'informent de plus en plus, et elles sont de plus en plus volontaires pour prescrire. Donc on n'a pas du tout besoin d'aller voir un gynécologue. Et en plus, on n'a pas besoin d'être examiné, vous dites systématiquement. Et en plus, on n'a pas besoin d'être examiné. La prescription quand il s'agit d'une pilule, ou quand il s'agit d'un diaphragme d'ailleurs, ou de n'importe quelle autre méthode qui ne nécessite pas un geste, comme par exemple poser un implant ou poser un stérilet, on n'a pas besoin d'être examiné. Et d'ailleurs, même un implant, je n'ai pas besoin d'examiner une femme pour lui poser un implant, puisque je le pose sous la peau du bras, c'est comme si je lui faisais un vaccin. Donc, et vous dites qu'une jeune femme ne devrait pas se faire examiner avant 22 ans. Oui, il n'y a pas du tout besoin d'examiner une femme à qui on prescrit une contraception. Pas du tout. En particulier une pilule, on pose des questions sur les antécédents familiaux de maladies vasculaires, on prend la tension, mais c'est tout. On n'a pas besoin de toucher une femme. Par exemple, l'examen des seins chez une jeune fille est absolument inadmissible si la jeune fille ne se plaint de rien. Si elle vous dit « j'ai une boule dans le sein », oui, d'accord, mais si elle va parfaitement bien, il n'y a aucune raison de faire déshabiller une jeune fille et de lui examiner les seins. Aucune. Médicalement, moralement, il n'y en a aucune. Quand vous dites une jeune fille, vous la situez jusqu'à quel âge? 22 ans à peu près, c'est ça?
c'est pas ça. C'est que en général la question c'est la question des adolescentes. Bon, qu'une femme adulte vienne en disant, parce que c'est aussi ça, c'est quand par exemple vous avez un adénome, c'est ce qu'on appelle un adénome, un fibroadénome, c'est une tumeur bénigne du sein, mais c'est très fréquent. Mais c'est beaucoup plus fréquent quand on a déjà 20 ou 22 ans, c'est que à 17 si vous voulez. Donc, si une femme de 22 ans vient en disant j'ai une boule dans le sein, j'aimerais bien que vous m'examiniez, pas de problème. Mais il n'y a aucune raison de faire, entre guillemets, du dépistage chez une adolescente qui vient demander sa pilule et qui va très bien. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de lui faire d'examen gynécologique si elle ne se plaint de rien. Parce que, encore une fois, l'examen gynécologique systématique sur une femme qui ne se plaint de rien n'apporte aucune information. Et en plus, elle peut induire qu'elle vient pour un problème de santé alors qu'elle vient pour un contraceptif. L'idée, par exemple, qu'il faut examiner les femmes une fois par an, quel que soit leur âge, pour s'assurer que tout va bien, ça encore, c'est complètement infantilisant et patriarcal. Ça veut dire que les femmes ne sont pas capables de se rendre compte si quelque chose ne va pas bien. Moi, je connais pas de femme qui ne consulte pas quand elle a, je sais pas moi, une cystite ou des douleurs des règles, ou à moins qu'on lui ait dit qu'il fallait pas. Hein. Enfin, je connais pas de femme qui ne pensera pas à aller demander conseil. Donc, qu'est-ce que c'est que ce paternalisme qui consiste à dire ah bah oui, mais vous comprenez, madame, vous pouvez être malade et vous le sauriez pas, donc il faut que le médecin vous le dise. Mais enfin, on rêve. On dit jamais ça aux hommes pour leur prostate. Moi, j'ai jamais vu qu'on instaurait un examen annuel de la prostate à tous les hommes pour dépister les prostatites, les IST ou les cancers de la prostate. J'ai jamais vu ça. Donc c'est la même chose pour un frottis de dépistage, par exemple, du cancer du col qui peut être inutile avant 25 ans? Alors, ça c'est les Anglais qui sont les plus avancés là-dessus. Ils se sont rendus compte que quand on faisait des frottis de dépistage avant l'âge de 25 ans, on trouvait des anomalies qui en fait étaient des anomalies transitoires, qui inquiétaient tout le monde, qui entraînaient des traitements qui n'avaient peut-être pas besoin d'être là, et ils ont dit, voilà, ce qui est le plus raisonnable, c'est qu'on ne fasse des frottis de dépistage qu'à partir de l'âge de 25 ans, parce qu'avant ça, on risque de dissuader les femmes de consulter quand elles ont un symptôme, de consulter pour demander une contraception parce qu'elles se diront, il faut absolument que je passe à la casserole, etc. Donc, la norme, c'est le frottis à partir de 25 ans ou 8 ans après le premier rapport sexuel. Si vous avez commencé à avoir des rapports sexuels à 13 ans ou à 14 ans, ce sera plutôt 22. Et ça arrive. Des fois parce que vous en avez envie, des fois parce qu'on vous l'a imposé. Et puis ensuite, tous les 3 ans, si le frottis est normal. Donc, je me souviens par exemple avoir à plusieurs reprises posé des stérilés à des jeunes femmes qui venaient me voir parce que précisément, on leur imposait des rapports sexuels sans leur permettre d'avoir de protection, et qui me disaient, est-ce qu'il faut que je vienne vous revoir l'an prochain? Je disais non. Non, vous n'avez pas besoin vous revenez dans 8 ans pour qu'on vous fasse votre premier frottis, mais votre stérilet, vous pouvez le garder 8 ans sans avoir besoin de le changer. Si vous n'avez aucun souci, et le plus souvent, elle n'avait pas plus de soucis qu'avec une boucle d'oreille, parce que c'est ça, hein, un stérilet, c'est une boucle d'oreille pour l'utérus. C'est un bijou pour l'utérus. Une fois qu'il est posé, si vous le tolérez bien, on n'en parle plus. Oui, d'ailleurs, vous dites, je fais une petite parenthèse, que la pose d'un stérilet ne doit pas faire mal. Encore une idée reçue, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que ça fasse pas mal. Si on doit même faire en sorte. Non, bien sûr qu'on doit, mais je veux dire, les gens qui disent ah oui ça fait mal, non, c'est parce que vous faites pas ce qu'il faut pour que ça ne fasse pas mal. Quand j'ai commencé à poser des stérilets et que je voyais que les femmes avaient un mal de chien, je me suis dit moi je veux de 2 choses l'une, ou bien j'arrête de poser des stérilets parce que je veux pas faire mal, ou bien je trouve d'autres moyens de les poser. Et après, quand les étudiants venaient en consultation et qui me voyaient poser des stérilets et qu'ils entendaient la dame dire ça y est, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ah bah j'ai rien senti. Ils me disaient mais comment vous faites? Je dis bah vous avez vu comment je fais. Il y a des gestes qui font mal, on les fait pas. Après c'est tout. Ouais. Et puis on explique. Ça. Et puis le fait d'expliquer aux femmes, le fait de leur montrer comment on pose un stérilet avant de le leur poser sur une planche anatomique, de leur montrer le spéculum, leur montrer le stérilet, etc. Tout ça diminue le niveau d'angoisse, donc ça diminue la perception de la douleur. Donc, vous avez des femmes qui vous disent « Ah oui, j'ai une petite crampe comme le début de mes règles, mais c'est tout. » Donc ça, c'est vraiment bon à savoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fameux vaccin des adolescentes contre les HPV, les papillomavirus humains ?
qui est vraiment un sujet de débat en particulier en France. Je sais pas chez vous au Canada comment ça se passe, mais c'est un sujet de débat partout dans le monde. Je crois que pour se faire une idée qui est une idée un peu globale, il faut lire le livre de comment dirais-je, de Villa, et j'oublie son nom, de l'autre auteur, qui s'appelle La piqûre de trop, pour montrer que en fait c'est le vaccin a été développé par des industriels qui voyaient comment dirais-je, un marché juteux. Une manne. Et surtout un marché juteux il faut bien voir, pour un cancer qui est très bien dépisté par le frottis, et pour lequel, dans un pays comme la France, il y a moins de 1000 décès par an. Alors que quand vous regardez les décès par le diabète, les décès par les cancers du sein, les décès par toutes les autres formes de maladies, c'est infinitésimal. Donc c'est pas qu'il faut pas protéger les femmes contre un cancer infinitésimal, c'est que l'allocation des ressources justifie, pour pouvoir prévenir les décès par cancer du col de l'utérus, de faire des frottis à toutes les femmes, ce qui n'est pas le cas en France. Il y a des femmes qui appartiennent à des milieux socio-économiques défavorisés qui n'ont jamais de frottis. C'est elles qui meurent du cancer du col. C'est pas les femmes riches qui vont voir un gynécologue tous les ans. Riches ou de la classe moyenne. Donc, à l'heure actuelle, on n'a absolument aucune preuve que le vaccin diminue l'incidence des décès, parce que c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que les femmes meurent ou pas? Un vaccin, ça n'a d'intérêt que si ça prévient des anomalies graves. Je sais pas, le vaccin contre la polio, si ça empêche les gens d'être paralysés ou si ça les empêche de mourir. Oui. Or, on a introduit, si vous voulez, un vaccin en disant « Ah oui, ça modifie un peu l'évolution des lésions microscopiques. » Et on s'en fout des lésions microscopiques parce que c'est pas significatif sur le fait que les femmes sont opérées ou non, ou meurent ou non. C'est ça qu'on doit étudier. À l'heure actuelle, on n'a pas du tout prouvé, et ça fait presque 20 ans que le vaccin existe, on n'a pas du tout prouvé que ça diminue la mortalité. Donc on fait à toutes les femmes un vaccin qui ne sert à rien, qui coûte très cher, parce qu'on le fait à toutes les femmes, qui provoque de temps en temps des effets secondaires, alors qu'il n'a pas d'utilité. Donc, sur le plan de la santé publique, personnellement, je suis contre. C'est-à-dire, je suis contre le fait d'imposer aux femmes une vaccination qui n'a pas d'intérêt individuel notable. Si une femme veut se faire vacciner, c'est son droit le plus strict. C'est-à-dire, je reprocherai jamais à une femme. Enfin, une jeune femme. Est-ce qu'une jeune femme peut avoir envie de se faire vacciner à 15-16 ans en conscience? On dit que le vaccin le vaccin est censé être efficace jusqu'à 24 ou 25 ans. Donc, à partir de 18 ans, moi, je pense qu'il n'y a aucune raison d'imposer aux jeunes filles ou aux petites filles de 10 ans ou 12 ans un vaccin qui n'est pas utile et qui risque de leur coller des effets secondaires pour une maladie qui ne va pas, si elle survient, qui ne va pas survenir avant, à 12 ans, avant, dans 15 ou 17 ans de là, au minimum. Quand elle aura eu des rapports sexuels aussi, potentiellement. Et la majorité des cancers du col, on dépiste après 40 ans. De temps en temps, il y en a plus tôt, mais l'immense majorité, c'est après 40 ans. Donc, il n'y a aucune raison de leur imposer une vaccination. Et encore une fois, de pomper l'argent de la collectivité, alors que cet argent, il pourrait être investi dans le fait d'aller proposer des frottis de dépistage à des femmes qui n'y ont jamais accès. Et elles, on est sûr qu'on va pouvoir les soigner si elles ont un cancer. Oui. Donc on se trompe de cible en fait. Voilà, on se trompe de cible, mais surtout on rapporte beaucoup d'argent à des gens qui n'apportent rien sur le plan de la santé publique. Mais encore une fois, pour moi, il faut voir les choses des deux points de vue. Qu'un gouvernement impose ça à toutes les femmes, je suis absolument contre. Mais qu'une femme individuellement dise, moi je veux me rassurer et je veux me vacciner, c'est son droit le plus strict. Très bien. Alors, on avait promis au début de notre interview de reparler d'endométriose et je pense que c'est un sujet qui est tellement important. C'est un sujet dont on parlait peu. Moi, j'ai pas souvenir quand j'étais jeune fille, jeune femme, même jeune adulte, d'entendre parler de ce sujet-là autour de moi. C'est un sujet alors moi, je suis née au début des années 70. On a l'impression que c'est un sujet qui est sorti du chapeau. Qu'est-ce qui se passe avec l'endométriose et où on va? Alors, l'endométriose, ça a toujours existé. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe souffrait Vous la d'endométriose. citez dans votre livre. Voilà, et on ne l'a su que de 25 ou 30 ans après sa mort, parce que un biographe a eu accès à son dossier médical, qui était bien entendu confidentiel, et il s'est rendu compte que d'abord elle souffrait, elle consultait très souvent, elle a été opérée plusieurs fois, elle avait des problèmes évidemment de fertilité, elle n'a jamais eu d'enfant à cause de ça. Et donc c'est une maladie qui est en fait une anomalie congénitale, c'est-à-dire que l'hypothèse à l'heure actuelle, c'est que la paroi qui tapisse l'intérieur de l'utérus de manière habituelle, physiologique, il y a des cellules qui, pendant l'embryogenèse, c'est-à-dire pendant le développement de l'embryon dans le ventre maternel, ces cellules qui devraient migrer et se développer seulement à l'intérieur de l'utérus vont migrer ailleurs. Parce que au début, l'embryon, c'est pas quelque chose qui a une forme humaine. C'est trois séries de cellules les unes sur les autres qui se développent de manière différente en différents organes. Bon. Et donc, il peut y avoir des erreurs. Il y a des erreurs quand, par exemple, un enfant naît avec un 6e orteil ou voilà, une anomalie comme ça. Il y a des erreurs de développement. Et donc, on pense que l'endométriose, c'est une de ces erreurs de développement. Et à la puberté, quand les cellules de l'endomètre commencent à se développer sous l'effet des hormones, pour faire effectivement, pour préparer l'utérus à une éventuelle grossesse, et puis tous les mois se détachent et provoquent les règles, eh ben, les cellules qui sont dans d'autres organes se développent elles aussi, et là, elles provoquent des kystes, elles provoquent des inflammations, elles provoquent des douleurs extrêmement importantes. C'est, pendant très longtemps, comme justement le discours des femmes était complètement occulté, c'est-à-dire que les femmes qui disaient j'ai mal pendant mes règles et j'ai mal de façon très importante, voire j'ai mal en dehors de mes règles, voire j'ai mal quand j'ai des rapports sexuels, voire etc. Les femmes n'étaient pas écoutées, donc on faisait pas attention à ce qu'elles disaient. Et puis petit à petit, il y a des pays dans lesquels on s'est mis à les écouter plus, et là on a commencé à retrouver un certain nombre de symptômes, à les associer, à comprendre de quoi ils étaient faits et à développer ce qu'on appelle une physiopathologie, c'est-à-dire une analyse à la fois de la physiologie et des anomalies de l'endométriose. La France est un des pays les plus hermétiques à ce qui se passe à l'extérieur. Les Français lisent pas l'anglais, les médecins français pendant très longtemps n'ont pas lu l'anglais, et ils voulaient surtout pas savoir ce que les anglo-saxons ou les scandinaves faisaient. Oui, et là, pendant la pandémie, le professeur Raoult ne s'est pas gardé de nous le rappeler, ça, hein, c'était bien. Oui, bon, on va peut-être pas parler de Raoult là, parce qu'il y aurait des choses à dire, mais... Non, mais c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'il a dit ça, il a dit ce que vous venez de dire, il a dit quand même, on regarde pas ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'on devrait quand même collaborer, c'est un fait. Il regarde pas tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que s'il regardait ce qui se passait à l'extérieur lui aussi, il se comporterait pas comme il le fait. Mais peu importe. Moi, j'ai commencé à lire les anglo-saxons au début de mes études de médecine, parce que j'avais la chance de savoir lire l'anglais, et j'étais effaré de voir qu'effectivement, il y avait des informations, en particulier sur la santé des femmes, qui étaient beaucoup plus développées dans les pays anglo-saxons, parce que le féminisme et la reprise en main de leur santé par les femmes est beaucoup plus développée là-bas. Et donc, d'abord les réflexions, et puis les organismes non gouvernementaux, comme l'OMS, la santé des femmes, c'est une des premières préoccupations de l'OMS. Pourquoi ? Parce que de la santé des femmes dépend la santé des enfants et la santé des aînés et aussi la santé des hommes. C'est par elles que tout passe. Donc, il y a un grand nombre d'informations qui étaient déjà disponibles mais qui sont en train de commencer à arriver en France. Enfin, ça fait quelques années quand même, mais qui sont de plus en plus sur le devant de la scène parce que précisément, un très grand nombre de femmes disent mais attends, ça me concerne, pourquoi est-ce que j'ai jamais été informé là-dessus? Moi, je me souviens très bien, c'est une chose à laquelle j'étais déjà très sensibilisé quand j'étais médecin au centre de planification à l'hôpital du Mans, c'est que je voyais des femmes qui venaient me voir en disant j'ai mal pendant mes règles, parfois depuis très très longtemps, et à chaque fois je leur disais mais c'est pas acceptable qu'on vous laisse souffrir. Et certaines avaient une endométriose, pas toutes, mais enfin certaines avaient une endométriose, et j'avais la chance d'avoir un confrère à côté qui lui s'intéressait aussi à ça, et à qui je pouvais les envoyer. Mais
elles avaient l'impression de tomber par une faille du continuum spatio-temporel, parce que pendant toute leur vie, on leur avait dit, mais non, c'est normal, et puis on peut rien faire pour vous, et on sait pas ce que c'est, etc. Ouais, c'est fou, hein. Oui. Bah, beaucoup de femmes de ma génération, c'était le cas, hein. Alors, c'est ça qui est inadmissible, c'est que, et c'est ça la grande différence, par exemple, entre les médecins anglo-saxons et les médecins français, c'est que quand une personne vient avec quelque chose qu'on ne comprend pas, dans les pays anglo-saxons, ben on se dit, si je ne comprends pas, c'est que je me trompe. Oui, c'est pas du tout la même posture intellectuelle, émotionnelle, hein. En France, si je ne comprends pas, c'est que ça n'existe pas. Les médecins français sont formés pour penser que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Alors, il y en a quand même qui ont été précurseurs à l'époque. Alors, pas forcément sur l'endométriose, mais je pense à Michel Audin ou à Frédéric Le Boyer, qui ont été quand même à une époque écoutés. Après, ils sont un peu tombés en désuétude. Ils ont été redécouverts après. Mais c'est vrai qu'en tout cas, autour de la grossesse, de l'accouchement, ils étaient assez précurseurs. Oui, mais eux aussi, en fait, ils étaient, en particulier Le Boyer, qui a beaucoup bossé dans le monde anglo-saxon, ils étaient très influencés aussi par les mouvements féministes qui avaient déjà interrogé et interpellé tous ces dogmes. Et donc, oui, en particulier dans le domaine de l'accouchement physiologique et du fait que, en principe, dans 95% des cas, une femme, elle va accoucher, elle a besoin de personne, elle a besoin d'être entourée et soutenue, mais elle a pas besoin de personne pour accoucher. Donc c'est le problème, c'est qu'effectivement, le problème, c'est que la France souffre aussi de son institutionnalisation à outrance et du fait que si vous ne faites pas partie de l'institution, vous ne pouvez pas introduire quelque chose de novateur. Et très souvent, d'ailleurs, si vous faites partie de l'institution et que vous êtes puissant dans l'institution, vous voulez surtout pas introduire quelque chose de novateur parce que ça risque de vous faire de l'ombre. Oui, je me souviens que David Servan-Schreiber, par exemple, souffrait de ça. Oui, mais absolument. Et c'est caricatural dans le monde médical. Je veux dire, les chefs de service les chefs de département dans les CHU sont nommés à vie, ce qui est un non-sens. Ils sont nommés à vie, ça veut dire qu'ils font et ils sont ils sont les patrons du soin, de la recherche et de l'enseignement. C'est-à-dire que si, encore une fois, un gynécologue obstétricien qui est opposé à l'IVG ou à l'autonomie des femmes ne voudra pas que les médecins formés dans son service apprennent à faire des IVG ou à soigner et à respecter l'autonomie des femmes. Et c'est inadmissible parce que c'est pas leur hôpital, c'est pas leur pouvoir qui compte là. C'est en principe, en tant que soignant, on est censé être au service des personnes. On n'est pas là pour les opprimer. Oui, bien sûr. Alors, Martin Winkler, le temps passe très vite avec vous, c'est passionnant, mais on arrive quand même à la fin de ce podcast. J'avais encore une dizaine de questions, donc il y en a que je vais laisser de côté et vraiment les femmes et les hommes, puisque j'espère qu'il y a des hommes qui écouteront ce sujet-là. C'est ô combien important justement pour sortir de cette société patriarcale. Pourront trouver des réponses dans votre livre, C'est mon corps, notamment sur l'aspect de l'intersexuation, qui est pas un phénomène rare, vous dites, mais qui est encore tabou. J'aimerais simplement qu'on conclue sur la ménopause. Vous dites que la ménopause est considérée comme une étape positive dans beaucoup de cultures. Ce qui est assez compréhensible, dites-vous, parce qu'avant l'ère moderne, une femme qui atteignait la ménopause, et ça tombe vraiment sous le sens, avait survécu à ses grossesses et pouvait apporter beaucoup en termes d'expérience de vie. Alors comment faire pour passer ce cap et lutter contre finalement cette ménopause sociale qui est encore une fois un conditionnement et une fausse norme, ou une mauvaise norme? Là, c'est pas un problème à proprement parler médical, c'est vraiment un problème de société, c'est-à-dire que le respect qu'on offre pour les hommes qui ont passé la cinquantaine devrait être le même pour les femmes qui ont passé la cinquantaine, tout simplement parce qu'une femme qui a passé l'âge de 50 ans, encore une fois, elle a une expérience de vie qui est inestimable. Je veux pas dire que si on a 25 ans, on n'a pas une expérience de vie, mais une expérience de vie, mais je veux dire que elle est pas moins estimable, elle est même plus, à mon avis, plus estimable que celle d'un homme en ce qui concerne la vie des femmes. Parce que un homme qui atteint 50 ans, il lui est pratiquement rien arrivé s'il n'a pas eu de maladie grave. Une femme qui atteint 50 ans, il lui est arrivé déjà plein de choses, même si elle n'a pas été malade. Parce que sa vie physiologique a été extrêmement riche, extrêmement agitée et a conditionné aussi sa vie sociale. Donc,
j'ai appris de toutes les femmes au cours de ma carrière, et je continue à apprendre aussi bien des jeunes que des femmes qui ont plus de 50 ou 60 ans. Mais il m'est jamais venu à l'idée, par exemple, de penser que une femme de 60 ans avait moins de choses à m'apprendre qu'un homme. Au contraire. Je veux dire, au contraire. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait se mettre dans la tête. C'est que non seulement les personnes qui sont dans leur troisième partie de vie ont quelque chose à nous apprendre, mais quand leur vie a été riche, et c'est toujours le cas des femmes, c'est pas toujours le cas des hommes, mais c'est toujours le cas des femmes, elles ont énormément de choses à nous apprendre. Et ça permettra justement de voir la vie après la ménopause autrement. C'est-à-dire, non seulement c'est pas la fin de la vie, mais c'est le moment où on peut partager tout ce qu'on a appris. Et je crois que c'est, encore une fois, c'est un changement de paradigme, mais c'est psychologique et social, c'est pas vraiment médical. Tout à fait. Je terminerai justement par une citation de votre livre. Vous dites: la vie est longue, c'est à chaque femme de se définir comme elle l'entend ou de fuir les définitions et de se contenter de vivre sa vie. Voilà. C'est plein d'espérance et c'est génial. Merci infiniment, Martin Winkler. Alors, vous pouvez retrouver les conseils, tous ces conseils sous forme de questions-réponses dans ce livre qui est vraiment très bien fait. C'est mon corps, aux éditions L'Iconoclaste. Et bien entendu, retrouvez-le aussi sur son blog et sur ses sites internet consacrés à la gynécologie. Martin Winkler's webzine, www.martinwinkler, CKLER à la fin, .com. Merci infiniment. Merci à vous, Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.